Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, encore une fois, bonjour. Merci de suivre votre émission Objection qui reçoit ce dimanche Madame Khadidienne Gaye, ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. C'est un plaisir, Madame le ministre, de vous recevoir à Objection. Merci d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Merci beaucoup, Baye Omar. Bonjour à tous et à toutes et bonjour aussi aux amis et auditeurs de la radio Sud FM. Et merci pour cette invitation et j'en profite pour adresser mes vœux de Ramadan à l'ensemble de la communauté musulmane sénégalaise et à l'ensemble de la population sénégalaise et particulièrement aux organisations sportives, aux organisations des acteurs culturels et artistiques et aux organisations de jeunesse. Alors, notre invitée, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, est une femme politique. Une femme politique à Joal Fadiout, dans le département de Mbour, région de Thiès. Oui, madame le ministre, vous êtes détentrice d'un DEA, diplôme d'études approfondies en droit de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Ensuite, vous avez suivi une formation à l'INSEPS, Institut National Supérieur de l'Éducation Populaire et du Sport de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Depuis le 5 avril 2024, vous êtes porté à la tête du ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. On va inverser. Le sport va être débattu dans la troisième partie, mais d'abord, parlons de jeunesse. Madame le ministre, vous avez suivi l'élection de Coventry Kent, qui a été portée à la tête du CIO. Une femme, vous êtes la première femme sénégalaise à occuper ce département. En termes de link, de lien, oui, est-on en train de vivre l'ère de leadership des femmes dans l'espace sportif? Merci beaucoup, Baye Omar. Sur ma biographie, Oui. Je suis native de Dakar, Oui. Mais j'ai été élevée À et j'ai Joal grandi à Fadiout. Joal Fadiout, C'est ça. Gazobil, sous les ailes protectrices de ma grand-mère maternelle, qui se trouve être mon homonyme. Et Le leadership de la culture. féminin, avec le link avec justement l'élection de la Zimbabwéenne Et comme présidente du CIO. Et effectivement, nous avons assisté à la brillante élection qui a porté à la tête du CIO le Comité international olympique, Madame Coventry, qui se trouvait être l'ancienne ministre en charge des sports, de la jeunesse, de la culture et des arts aussi du Zimbabwe. Une première dans l'histoire du CIO, parce que c'est la première fois que nous assistons à une femme qui est portée à la tête de cette instance sportive internationale. Et une première aussi pour l'histoire du sport en Afrique. C'est la première fois qu'une Africaine accède à ce poste si stratégique et mondialement reconnu partout. L'avènement des femmes dans l'espace. C'est encore une consécration du leadership féminin, du pouvoir féminin dans les organisations sportives internationales. Et on se souvient aussi qu'ici au Sénégal, nous avons eu une femme qui a été au niveau de la FIFA, la Fédération internationale de football, et qui avait aussi occupé un poste pendant quand même un certain nombre d'années. Et il s'agit de notre chère compatriote, Madame Fatma Samoura, voilà, Samba Diouf. Et moi, je pense que partout à travers le monde, le leadership féminin se réaffirme et s'affirme de plus en plus au sein des instances sportives internationales, mais aussi au sein des instances sportives à l'échelle africaine et à l'échelle aussi nationale. Puisque ici au Sénégal, il est vrai que sur une cinquantaine de fédérations sportives, le ratio, il est déjà très faible, il est encore faible, mais je pense que dans un futur très proche, à court terme, nous aurons de plus en plus des femmes à la tête des fédérations sportives. Sous votre impulsion, certainement. Alors, Madame le ministre, aujourd'hui, vous êtes femme politique. À partir de quand, comment avez-vous chopé le virus de la politique? Vous avez piloté le pôle sport du projet PASTEF aujourd'hui. Comment expliquez-vous le link avec PASTEF et comment êtes-vous entrée en politique? Oui, effectivement, je suis une femme politique et je l'affirme et je l'assume aussi parce que c'est du fait de la politique en grande partie
que je suis aujourd'hui à la tête de ce département ministériel, même si je suis technocrate et technicienne aussi, agent dédié du secteur des sports et de la jeunesse et au-delà même de la culture. Et pour information, moi j'ai intégré le parti PASTEF depuis sa création en 2014. Et dans quelles circonstances? Les circonstances, la création du parti PASTEF est intervenue en un moment où nous, cadres de l'administration, on était en train de se poser la question de savoir est-ce que nous sommes montés sur le bon cheval? Parce que 2014, n'oublions pas, c'était le début du magistère de l'ancien président de la République, Macky Sall, et c'était aussi le début aussi de mise en œuvre de certaines de ces politiques publiques de développement. Et à l'époque, moi je me souviens que la plupart des promesses électorales qui étaient tenues par l'ancien président de la République n'avaient pas encore un début d'exécution et il n'y avait pas cet exercice de vérité à l'endroit de la population sénégalaise. Et étant aussi cadre au sein de l'administration, je constatais de plus en plus l'absence de reddition des comptes. Je constatais aussi le laxisme. Je constatais aussi de plus en plus, du moins, le copinage. Et à cette époque, connaissant les leaders du PASTEF, les pionniers, les précurseurs, les membres fondateurs, connaissant leur trajectoire, mais connaissant aussi leur parcours au sein de l'administration sénégalaise, qui a été un parcours sans faute, puisque pour la plupart, ils ont été des agents dédiés du secteur des finances et du budget, et leur fonction et leur profession ne les prédisposaient pas à la politique. Mais nous avons tous, nous, remarqué l'attitude qu'ils ont eue dans l'exercice de leur mission publique au sein de leur administration et l'attitude aussi qu'ils ont eue lorsqu'ils avaient en charge aussi de diriger leurs différents syndicats professionnels. Et effectivement, à cette époque, c'était une relation de confiance. C'était une relation de confiance qui m'avait animée, moi ne me reconnaissant pas à travers ce qui était en train de se dérouler, à travers ce qui était en train de se faire au sein de l'administration sénégalaise. Je me suis dit, étant syndicaliste, que cela ne suffisait plus d'être syndicaliste. Il faut un engagement politique. Pour pouvoir quand même vraiment porter les revendications et efforts et trouver un issue, et qu'il fallait peut-être aller explorer la voie politique. Mais pourquoi PASTEF? Pourquoi PASTEF? Oui, PASTEF, parce que PASTEF était tout nouveau. Les pionniers, les précurseurs m'inspiraient confiance. Du fait de leur parcours, je pèse bien mes mots au sein de leur administration respective. Mais parce que vous êtes issu d'une zone où... Une administration quand même financière, où l'ensemble, où pratiquement on est très très exposé au détournement de deniers publics, où on est très exposé à la corruption. Mais connaissant leur parcours sans tâche au sein de cette administration, moi je me suis dit, pourquoi pas avec ses camarades, pourquoi pas avec ses concitoyens sénégalais. Et c'est parti ainsi. J'ai eu à participer à la vente des premières cartes de home et qui m'était remis par le secrétaire national chargé des finances à l'époque, M. Matar Sen. Et voilà, à l'époque, je me souviens, lorsque je devais vendre les cartes de home, si je vendais cela, c'était au tout début, et puis aussi, c'était le début aussi du magistère de l'ancien président de la République, Macky Sall. Très souvent, on me rétorquait, il vient juste de démarrer, et puis voilà, il faut attendre, il faut laisser le temps au temps. Mais c'est allé trop vite. Finalement, les cartes finissaient par être vendues facilement. Moi, j'avoue que jusqu'en... Le déclic quand même, moi, j'avoue que jusqu'en 2019, jusqu'en 2018... les cartes de membres que je détenais par devers moi, parce que j'avais un premier lot que j'avais déjà évacué, sans carte de membre. Après encore, j'avais un autre lot. Mais le processus s'est accéléré à la veille des élections présidentielles de 2019. Voilà, avec le leader très charismatique à la tête du parti politique, voilà, qui ne cessait d'accrocher les Sénégalais, les populations sénégalaises à son discours. Et dans le département de Mbour, ça a été le cas. Vous avez fini par élire votre base au niveau de Mbour. Mbour, madame, n'est pas chose facile, puisque de là-bas, vous aurez affaire avec des mastodontes, notamment la maire de la ville donc de Joal, Sophie Gladima. Avez-vous pris conscience de l'enjeu et qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Quel acte avez-vous déjà posé? Parce que finalement, depuis un an, vous êtes là-bas en train de militer. Je ne milite pas là-bas depuis un an.
Oui. Je veux dire, depuis un an, sous magistère. Voilà, sous magistère. Oui. Mais moi, j'ai toujours milité. Avant même d'être politicien, et c'est ce qui me connaissent pour en témoigne, avant même d'intégrer le parti PASTEF. Mais vous aviez du mal à émerger. Moi, j'ai toujours milité en faveur des actions de développement communautaire. Parce qu'avant tout, avant d'être politicienne, avant d'être syndicaliste, moi, je suis une militante du développement local, du développement endogène. Et c'est ce qui m'a toujours conforté dans mes positions. Si j'avais à intervenir au sein de ma localité, là où j'ai été élevée, la localité qui m'a vu grandir, moi j'intervenais tout le temps en faveur de l'éducation des jeunes filles. À Joal notamment. À Joal, Fadioune, Gazobil, la commune. Oui. J'intervenais en faveur de l'éducation des jeunes filles parce que moi, avec les moyens que j'avais, en tant soit peu, moi je me disais que même si c'est pas beaucoup, cela peut faire de l'impact, cela aussi peut nous permettre d'aboutir à des résultats concrets parce qu'au moins moi j'ai pu beaucoup plus du côté des femmes. Les filles, l'éducation des filles. À chaque année, on organisait, avec un ensemble d'acteurs locaux, on organisait des cérémonies de récompense des meilleures filles des établissements scolaires. On choisissait dans chaque établissement scolaire les filles qui avaient les meilleures notes au niveau des classes d'examen, terminale, BOPC, le certificat d'études primaires élémentaires. On les organisait et on les récompensait. Vous êtes en train de poser des actes. Avez-vous l'impression que l'écho est favorable, que vous êtes en train d'élargir votre base dans cette zone particulièrement? Mais il y a même pas d'écho. Parce que c'est une zone favorable aux autres partis comme l'APR, comme le Parti Socialiste. Il n'y a pas d'écho. Il n'y a même pas d'écho. C'est une réalité. Puisque le Parti PASTEF, la coalition Diomaye Président, a triomphé au soir des élections de 2024. De mars 2024, le parti PASTEF a triomphé. Cela s'est confirmé aussi au soir du 17 novembre, lors des élections législatives. Le parti PASTEF aussi a triomphé là-bas. Et cela nous démontre clairement et nettement que les populations ont adhéré au projet PASTEF, au projet de la coalition Diomaye et à l'agenda aussi national de transformation. C'est différent d'une élection locale. On aura l'occasion avec le temps d'y revenir. Mais nous, pour l'instant, nous, on n'est pas encore à ce niveau. On ne parle pas encore de politique d'échéance locale. Et à l'heure actuelle, nous, avec les équipes et l'ensemble des acteurs de développement aussi, parce qu'il existe même des personnes apolitiques, nous sommes en train de poser des actes, nous sommes en train de voir comment améliorer la situation de notre territoire, la situation de notre commune. Parce que c'est cette commune, c'est cette localité quand même qui jadis a abrité le premier quai de pêche artisanale de l'Afrique de l'Ouest. Même si c'est le cas toujours, mais nous avons senti une régression. Et cette régression s'est d'autant plus approfondie durant les 12 ans de magistère du président Macky Sall. La mairie de la commune de Joal Fadioune vous intéresse? Pour l'instant, moi je dis tout à l'heure que moi je travaille d'arrache-pied avec l'ensemble des acteurs engagés pour le développement local, engagés pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Nous travaillons pour quelle finalité? Pour quelle finalité? Mais pour quelle finalité? Nous tous nous le savons. L'amélioration de la situation de notre commune, au plan environnemental, au plan de la santé, au plan éducation et au plan aussi de l'engagement aussi citoyen de la jeunesse. Madame et de l'engagement civique aussi. Est-ce que la commune vous intéresse pour... Vous savez, Baye Omar, nous sommes en politique. Nous sommes en politique, mais la politique, ce qui conforte d'abord l'homme politique dans sa position, c'est d'abord qu'est-ce que l'homme politique peut faire pour sa communauté. Est-ce que l'homme politique met en avant l'intérêt général? Est-ce que l'homme politique met en avant l'intérêt général? Ou bien est-ce que l'homme politique pose des actes pour sa propre personne? Et nous, moi je suis convaincue, moi en tant que militante, pour pouvoir mieux vous occuper des populations. Moi en tant que militante de PASTEF, engagée résolument pour le triomphe de la coalition Diomaye Président et engagé résolument aussi dans la mise en œuvre de l'agenda national de transformation Sénégal 2050, moi je m'engage pour l'intérêt communautaire, pour l'intérêt général. Maintenant, ce que demain sera fait, là l'avenir nous le dira et l'avenir nous édifiera. Pour vous rappeler que vous suivez votre émission Objection avec Khady Diène Gaye, ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. Mais aujourd'hui, nous sommes à l'heure de la reddition des comptes également, Madame le ministre. Comment avez-vous accueilli
justement la reddition des comptes telle que c'est en train d'être déployée sur le terrain, avec l'arrestation notamment de 2 autorités de l'ancien parti au pouvoir. Je veux parler de l'APR, Farba Ngom, et aussi une autre autorité, même si il n'est pas connu sur le terrain politique, je veux parler de Sarr, qui sont envoyés en prison. Oui, vous savez que pour la reddition des comptes, déjà pour l'arrestation de nos concitoyens dont vous venez de parler, c'est des affaires pendantes devant la justice. Là, moi, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Mais une chose est claire. Oui. Moi qui suis devant vous et qui parle, et qui suis investi de mission de service public, chaque acte que je pose, chaque pas que j'avance, tous les matins, je le fais en ayant en conscience qu'un jour ou l'autre, je vais devoir rendre compte de la gestion que je suis en train, moi, de mener au sein du département ministériel que je dirige. Et moi, je pense que ça doit pas être quelque chose d'exceptionnel. Pour nous gouvernants. Normal, diriez-vous. Pour nous, autorités publiques. Normal, diriez-vous. Et nous, d'ailleurs, nous, actuellement, qui sommes aux commandes, moi, je suis convaincue et je suis persuadée que nous n'attendrons pas la fin de nos magistères pour, en fait, nous envoyer des missions de vérification. De toute façon, je suis convaincue et je suis formellement engagée, moi, dans l'exercice des missions, de mes missions, qu'un jour ou l'autre, je vais devoir rendre compte de ce que je suis en train de gérer. Parce qu'il s'agit, en fait, de l'argent du contribuable sénégalais. Il s'agit des deniers publics. Et ces deniers publics, lorsqu'on affecte cela à un secteur, lors du vote du budget, de la préparation de la loi de finances, c'est pour permettre la mise en œuvre, c'est pour permettre l'exécution de certaines actions et de certaines activités. Et maintenant, il faudrait que ces deniers publics, il faudrait que l'argent du contribuable sénégalais puisse pouvoir arriver à bon port. Et il n'y a pas plus normal de rendre compte. On vous a confié une enveloppe de telle pour pouvoir exécuter telle mission afin de pouvoir atteindre tel résultat, afin de pouvoir créer tel impact. Est-ce que vous l'avez fait? Alors, comme cela a été prévu? Justement, la question est posée parce que la question vous sera encore posée sur le terrain. Vous vous êtes rendu compte de l'évolution de l'argent qui a été dégagé à des objectifs précis, notamment dans le cadre des infrastructures sportives. On y reviendra tout à l'heure. Madame le ministre, la loi interprétative à la loi d'amnistie aujourd'hui pose problème. Vos députés qui sont à l'Assemblée nationale par le biais du député Ba a pris l'initiative. Le débat est sur la place publique. Aujourd'hui, avez-vous l'impression qu'il s'agit d'un règlement de compte? Un règlement de compte qui est déjà lancé par votre parti? Mais comment ça, un règlement de compte? C'est une question, madame. Baye Omar. Mais il ne peut nullement s'agir d'un règlement de compte puisque... Pourquoi vous n'avez pas abrogé la loi? Pourquoi la loi n'a pas été abrogée simplement, comme vous l'aviez justement suggéré? Il ne peut pas s'agir d'une abrogation pour plusieurs raisons. J'y reviendrai. Mais déjà, laissez-moi vous rappeler déjà la position de PASTEF. Et pour vous démontrer que les députés qui siègent actuellement au sein de l'hémicycle et qui sont là-bas et qui représentent le passé PASTEF sont dans cette logique de cohérence. On se souviendra, nous tous, qu'à l'époque, lors du vote de cette loi, au niveau de l'hémicycle, au niveau de l'Assemblée nationale, le président du groupe parlementaire de l'époque, de PASTEF, qui est l'actuel ministre de l'Énergie, M. Birame Souleye Diop, avait clairement posé la question de savoir à l'ancienne garde des Sceaux de l'époque, est-ce que cette loi, le champ d'application de cette loi, concerne les crimes de sang, les tortures commises entre la période de 2021 jusqu'en 2024. Et à cette question, on se souvient tous, oui, que la ministre, l'ancienne garde des Sceaux de l'époque, avait répondu effectivement que cette loi, dans son champ d'application, concernait tout, tout était dedans. Ça veut dire que les crimes de sang, les tortures, tous entraient dans le champ d'application de cette loi. Et c'est ce qui avait motivé à l'époque le rejet de cette loi. Le non-vote de cette loi par le groupe parlementaire de PASTEF de l'époque. Ça, je pense que ça n'a pas varié. Et maintenant que PASTEF est arrivé au pouvoir à travers la coalition Diomaye Président, maintenant que PASTEF
a le plus grand nombre de députés au sein de l'hémicycle, au sein de l'Assemblée nationale. Mais quoi de plus normal d'être cohérente avec sa position originelle, avec sa position initiale? Ça, c'est juste la suite logique de la position de Pastef qui avait été adoptée à l'époque du vote de cette loi. Madame, ça, c'est une suite cohérente. Et que maintenant, si c'est dans le champ d'application de cette loi, tout est compris dedans. Les crimes de sang, les tortures. Mais il est donc normal d'aller vers une loi interprétative. Les crimes de sang et les crimes de torture aussi. Adopter une posture pour que justice, en fait, soit faite, pour que ça soit jugé, les crimes de sang et les crimes de torture, c'est aussi respecter nos engagements internationaux. Mais on se souvient de l'affaire Hissène Habré, qui avait commis des crimes sur le sol tchadien, mais qui avait été jugé ici, au Sénégal. Et maintenant, partout à travers le monde, les crimes de sang et les crimes de torture ne sont pas prescriptibles. Ces crimes de sang et ces tortures ne peuvent pas du tout bénéficier quand même d'une prescription instinctive. À tout moment et à chaque instant, à chaque époque, ces crimes de sang et ces crimes de torture doivent être quand même jugés. Et moi, je pense que la position des députés de Pastef au sein de l'hémicycle, c'est la meilleure position, c'est la meilleure attitude. Il nous faut, nous, quand même, repréciser, recentrer les choses pour qu'au moins ces crimes de sang et ces crimes de torture commis durant cette période puissent être jugés par les juridictions compétentes. Mais il en va de soi. Madame le ministre, aujourd'hui, vous disiez tout à l'heure que on n'aurait pas accepté. Vous n'avez pas voté la loi à l'Assemblée nationale. Si vous n'avez pas voté, c'est parce que vous êtes contre. Vous êtes contre, c'est pour l'abrogation, non? On ne l'avait pas voté à l'époque parce que les crimes de sang et les tortures commis à l'époque, lorsque le président du groupe parlementaire de Pastef avait posé la question à l'ancienne garde des Sceaux pour lui demander est-ce que cette loi aussi amnistiait les crimes de sang et les tortures commis, l'ancienne garde des Sceaux avait répondu oui, que la loi d'amnistie concernait tous ces crimes de sang et ces crimes de torture. Et nous, le Pastef à l'époque n'était pas en phase avec cela. Et ça, en fait, c'est une suite logique actuellement. Si aujourd'hui les députés de Pastef ont proposé une loi pour demander à ce que ces crimes de sang, à ce que ces tortures commises durant cette période puissent être jugées, ça c'est être en cohérence avec sa position de l'époque. Oui, Madame le ministre, aujourd'hui, presque à 1 an de gestion du pouvoir, vous écoutez quand même l'écho du côté du peuple. Les choses ne sont pas aisées. Vous en convenez avec moi qu'après 1 an, il n'y a pas encore d'impact de votre gestion sur les conditions de vie des Sénégalais. Vous en convenez? Je ne conviendrai pas du tout avec vous qu'il n'y a pas encore d'impact sur les conditions de vie des Sénégalais parce que effectivement, nous sommes à 1 an. Mais si nous prenons les différents secteurs, il y a eu quand même des impacts. En termes de bilan d'une année. Il y a quand même des avancées majeures. Et déjà, moi, je vous dirais que pour le département que moi, je dirige, déjà, si je prends pour ce qui est du statut social des acteurs culturels, des artistes, il y a une loi qui avait été... On peut déjà commencer par la jeunesse, quand même. Par la jeunesse, par la jeunesse sénégalaise. Déjà, vous avez vu récemment, il y a le programme de 1000 volontaires qui a été mis en place par le ministère en charge du commerce pour pouvoir accompagner la jeunesse sénégalaise. Au niveau aussi de l'enseignement. Effectivement, mais au moins, il faut commencer. Et vous avez vu aussi, au niveau du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, à travers le 3FPT, il y a un programme qui a été élaboré et qui est en train d'être mis en place pour pouvoir accompagner la jeunesse sénégalaise. Parce que cette jeunesse sénégalaise aussi est une opportunité. Et ça, son Excellence, le président de la République, est revenu à plusieurs fois là-dessus, lors de la présentation de l'agenda. Et à chaque fois qu'il en a, en fait, l'opportunité, lors de la présentation aussi du niveau technologique. Cette jeunesse sénégalaise, nous, on veut en faire une opportunité, une force de frappe. Parce que c'est cette jeunesse sénégalaise-là qui représente le capital humain. C'est cette jeunesse sénégalaise-là qui devra mettre en œuvre et poursuivre aussi l'agenda national de transformation systémique. Maintenant, cette jeunesse sénégalaise a besoin de tout. Oui. Depuis le plus rapidement possible. Et le plus rapidement possible. Ça, nous en sommes très conscients. Nous, Baye Omar,
vous savez pertinemment que nous ne faisons pas partie de ces races de dirigeants qui vivent éloignés des réalités sociales. Ici, c'est l'impact dont il est question, madame. Absolument. Oui. Et le fait, en fait, d'évoluer au sein des communautés nous permet, nous, de pouvoir jauger de l'impact. Le simple fait, en fait, de sacrifier à un exercice de vérité, déjà, ça, c'est de l'impact. Mais madame, de dire qu'il y a eu... On est dans le discours. De dire déjà qu'il y a eu déjà des milliards dont le Sénégal a bénéficié. Mais ces milliards qu'on ne retrouve nulle part. Madame. Mais comment vous pouvez, mais comment pouvons-nous nous venir, si nous avions vu, si nous avions pu trouver ici des milliards qui ont été contractés par prêt et qui étaient investis vers la mise en place d'agropoles, vers la mise en place d'usines, vers la mise en place de structures qui peuvent quand même accompagner à résorber le fort taux de chômage, nous, en ce moment-là, on serait peut-être à l'endroit de notre magistère. Mais ce qu'il y a, nous sommes en train, nous, de démarrer par le commencement. Et les actions sont en train d'être posées de part et d'autre. Dans le secteur de l'éducation nationale, le département en charge de l'éducation nationale, avec à la tête le ministre, il travaille d'arrache-pied pour la suppression des abris provisoires. Au niveau du ministère du Commerce, il est en train d'être mis en place des programmes et des projets d'agropoles au sein desquels la jeunesse pourra véritablement évoluer. Au niveau du ministère de l'Agriculture aussi, vous avez vu les résultats de la campagne agricole et la commercialisation aussi. C'est des choses à saluer. Mais certes, effectivement, la presse n'en parle pas. Les journalistes, vous n'en parlez pas. Mais il faut admettre, quand même qu'il y a vraiment des avancées majeures par rapport à cela. Et par rapport au secteur de la jeunesse aussi, des sports et de la culture, les artistes ont attendu pendant 16 ans la mise en œuvre de la loi de 2008. Vous savez, ici au Sénégal, toutes les politiques publiques de développement convergent vers la jeunesse sénégalaise parce que c'est la jeunesse sénégalaise qui constitue 75% de la population. Les politiques publiques qui sont en train d'être déployées au niveau du ministère de la Santé, c'est pour la jeunesse sénégalaise. Les politiques publiques qui sont en train d'être déployées au niveau du secteur du commerce, de l'environnement, tout ça, c'est pour la jeunesse sénégalaise. Donc, c'est pour vous rejoindre, en fait, dans ce que vous dites, l'impact, les résultats. Ce que nous sommes en train de faire, c'est d'aller vers l'impact, c'est d'aller vers les résultats. Et moi, c'est ce qui m'a amené à la tête de ce département ministériel à tout faire, de la jeunesse, des sports et de la culture, à tout faire pour qu'il y ait au moins de l'équité au niveau du financement des compétitions sportives internationales. Et vous verrez que avec l'adoption de la loi sur les APS qui aboutira au code du sport, vous verrez que la jeunesse sportive du Sénégal pourra valablement vivre quand même du sport. Et vous verrez que aussi, avec la mise en œuvre aussi de la loi sur le statut de l'artiste, la jeunesse artistique et culturelle aussi pourra valablement aussi vivre de leur art, vivre aussi des fruits de leur travail. Vous n'avez pas encore parlé du sport. La jeunesse sous son compartiment sportif. Tout est imbriqué, tout est entrelacé. Mais madame le ministre, vous avez parlé d'allocution budgétaire. Le budget alloué au ministère jeunesse et des sports, justement, par rapport à votre département, a connu quand même, justement, une rallonge dans plusieurs disciplines. Mais aujourd'hui, par rapport à ce budget, on est à 0,38% du PIB sénégalais pour 2025. Avez-vous l'impression de détenir suffisamment de moyens pour justement aller à l'assaut de la forte demande en termes d'employabilité de cette jeunesse par rapport au budget qui vous est alloué? Effectivement, notre secteur dédié à la jeunesse, au sport et à la culture quand même et c'est pas maintenant, a toujours eu quand même la part faible du budget de l'État. Ça, c'est pas une première. Mais cette année, quand même, nous avons quand même une enveloppe qui nous a été quand même affectée et qui concerne le fonctionnement et les investissements. Et nous avons, nous, adopté à travers notre lettre de politique sectorielle quand même certains projets prioritaires qui sont conformes à l'agenda national de transformation qui tire sa source quand même, du projet. Et ces projets prioritaires, effectivement, nous avons quand même des inscriptions budgétaires, mais c'est loin de suffire. Mais c'est phasé dans le temps durant ces 5 années parce que ces projets prioritaires concernent beaucoup plus les infrastructures de proximité. Pour ce qui concerne la culture, pour ce qui concerne aussi le sport. Parce qu'il faudrait partir
de ces infrastructures de proximité pour pouvoir accompagner véritablement quand même le développement du secteur. Alors, on va s'essayer. On va parler de la jeunesse. Ensuite, on va parler de la culture pour terminer avec le sport rapidement. Madame le ministre, aujourd'hui, oui, vous constatez que beaucoup de jeunes quittent le territoire sénégalais pour émigrer dans d'autres, notamment en Europe, aux États-Unis, un peu partout. Aujourd'hui, comment rendre le Sénégal plus attractif pour faire face justement à ces jeunes qui préfèrent tenter l'immigration clandestine? Absolument. Nous y travaillons d'arrache-pied. Et moi, pour ce qui me concerne, oui, c'est la raison pour laquelle j'ai mis un point d'honneur sur le maillage du territoire national en infrastructure de proximité. Et ça s'adosse quand même au référentiel qui tire sa source du projet. Et ces jeunes qui évoluent dans différents secteurs d'activité, mais pour l'essentiel, ces jeunes qui évoluent dans le secteur du sport, dans le secteur aussi de la culture, des industries créatives, si on leur dote d'infrastructures au sein de leur territoire, au sein des communes, ces jeunes-là pourront valablement quand même explorer leurs talents et aussi envisager leur avenir aussi à travers le secteur dans lequel... Techniquement. Techniquement, c'est ça. Moi, je suis sur les techniques, vous savez. Quelle enveloppe allez-vous investir? Oui, Omar, le timing, c'est de 2025 jusqu'en 2028. Oui. À partir de cette année 2025, oui, déjà, moi, j'ai déjà lancé pour 25 plateaux multifonctionnels, pour 25 communes. C'est déjà lancé. Et c'est l'ACBEP, l'Agence de construction des bâtiments et édifices publics, qui est déjà là-dessus. Oui. Et pour ce qui concerne le sport, nous avons fait un ciblage. Parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Avec tout le déficit que nous avons trouvé ici sur place. Mais au moins, il faut commencer par le commencement. Parce que pour pouvoir parler quand même de développement du sport, j'en arriverai à la culture tout à l'heure, il faudrait qu'il y ait d'abord des infrastructures, des lieux de pratique. Et il faut, parce que on a beau avoir des talents, mais si on n'a pas de lieu de pratique, on risquera quand même vraiment de mourir avec son talent. Et c'est pourquoi, sans attendre même aucun financement extérieur, avec les ressources propres découlant du budget de l'État, nous avons pu nous identifier quand même, avec notre enveloppe budgétaire, nous avons pu identifier un certain montant. Certes, c'est pas beaucoup, mais au moins nous pourrons vraiment atteindre 25 communes en leur dotant de plateaux multifonctionnels qui concerneront le basketball, le handball, le volleyball, le baseball 5, et au besoin et aménager une cour de tennis et pour permettre aussi aux pratiquants du badminton aussi de s'adonner à leur pratique sportive. Et avec un terrain de basket 3x3. Ça, c'est pour démarrer. Pour combien? Et pour 25 communes. Combien le montant financier? Le montant, ça s'élève à 3 milliards. À 3 milliards 225 millions parce qu'il a été évalué pour chaque plateau multifonctionnel. Contrairement au gros montant qu'on en entendait avant, pour chaque plateau multifonctionnel, ça va tourner autour de 120 et quelques millions. Pour chaque plateau multifonctionnel. Mais le football n'est pas concerné. Parce que l'investissement pour un terrain de football est beaucoup plus élevé. Pour un terrain de football, il faut au minimum 400 millions pour avoir un terrain de football gazonné. Mais nous, on s'est dit, avec les moyens de bord, nous, on va pas attendre, nous, on va démarrer. Et idem aussi, pour les infrastructures culturelles de proximité aussi, qu'on voudra aussi, qu'on veut implanter aussi au niveau des communes. Et pour les 25 communes. Pas pour 25 cette fois-ci, parce que nous n'avons pas cette enveloppe de 3 milliards. Parce que nous avons déjà pu dénicher au niveau de certaines lignes de fonctionnement dédiées au fonctionnement et qui n'impactent pas et qui sont inutiles. Nous avons, nous, quand même, identifié ces niches-là et avec la LFR, la loi de finances rectificative, moi, je demanderai à ce que ces crédits budgétaires-là alloués au fonctionnement puissent être redéployés vers l'investissement en nous permettant d'ériger des infrastructures culturelles aussi de proximité installées au niveau des communes. Moi, tout au début de mon magistère, j'ai eu à faire quand même une tournée au sein des localités les plus reculées de Dakar, dans la région sud-est, à Kédougou, à Sédhiou, à Kolda, à Tambacounda, Ziguinchor. J'ai été aussi au nord et dans certains départements, comme à Kanel, dans certaines communes de Orkadiéré. Mais partout, c'est les mêmes besoins. Partout, ce qu'on nous disait, nous avons besoin d'infrastructures de proximité. Parce que nous avons constaté que durant toutes ces décennies derrière, tous les investissements, non seulement ont été concentrés ici,
à Dakar, mais aussi c'est des investissements colossaux et ne permettant pas aussi d'atteindre le maximum des populations sénégalaises et en particulier la jeunesse sénégalaise. Et il faudrait que cette jeunesse sénégalaise-là, là où elle se trouve, que les politiques publiques puissent aller les trouver là où elle se trouve. Alors, de ce point de vue, vous avez parlé de sport avec toute cette catégorie de la société, c'est-à-dire cette jeunesse, en parlant de sites touristiques, mais surtout d'infrastructures. Mais vous n'avez pas insisté sur l'entrepreneuriat pour la jeunesse. Oui, à ce niveau, quelle stratégie pour renforcer l'entrepreneuriat chez les jeunes et lutter contre l'auto-emploi précaire, madame? Absolument. Déjà, pour l'entrepreneuriat, nous avons l'ANPEJ, l'Agence nationale chargée de l'emploi et la promotion des jeunes. Nous avons l'ANPEJ déjà qui est en train de mener un travail sur cela. Et quelle est votre vision? Avec l'élaboration aussi du plan d'action. Oui, parce que ce qui a été élaboré dans le plan d'action sectoriel de l'ANPEJ, c'est ce qui s'adosse à notre lettre de politique sectorielle. Et l'ANPEJ, en fait, là, est déjà, l'ANPEJ a des antennes au niveau de certaines régions, au niveau aussi de certains départements. Mais oui, avec des conseillers en emploi qui se chargeront quand même d'accompagner la jeunesse sénégalaise, les jeunes, et en les orientant vers l'auto-emploi. Et n'oubliez pas aussi que le financement ne relève pas du ministère de la jeunesse. Le financement aussi relèvera d'autres mécanismes que l'État a déjà mis en place, comme la DER par exemple. Mais oui, mais nous accompagnons la jeunesse, nous les accompagnons, nous, vers l'auto-emploi, vers l'entrepreneuriat, en les aidant aussi à pouvoir identifier les opportunités de financement. Et sur cette question-là, l'ANPEJ est en train véritablement d'abattre un travail très colossal. Et vous aurez les résultats. Oui, effectivement, vous pouvez pas avoir les chiffres tout de suite quand même. Et je vous rappelle que nous sommes ici depuis 1 an. Et n'oubliez pas aussi la lourde dette que nous avons hérité. Et aussi, actuellement, nous n'avons pas encore de financement extérieur aussi pour pouvoir nous permettre de pouvoir mettre... Mais ça, c'est des options. Ça, c'est des options. Et le moment venu, les plus hautes autorités, je pense que elles sont vraiment outillées quand même. Alors, votre vision pour la formation professionnelle, elle est importante pour cette jeunesse et son adéquation avec le marché du travail sénégalais. Mais absolument. Mais sans formation technique et professionnelle, on ne peut rien faire. Il peut même advenir, on peut avoir chez soi, par exemple, vous pouvez avoir chez vous des nièces et des neveux qui veulent travailler, mais même si vous voulez les accompagner, qu'est-ce que vous allez leur dire? Vous allez leur demander... Vous allez poser des actes? Mais oui, il faut d'abord se former. Et ça, cela quand même est du ressort du ministère de l'enseignement technique et professionnel. J'ai dit tout à l'heure que le 3FPT a déjà mis en place un programme. Il a déjà mis en place un programme et c'est ce programme-là qui est en train d'être opérationnalisé pour accompagner, au moins pour pouvoir prendre en charge cette frange de la jeunesse qui a un réel besoin quand même de renforcement de capacité en termes professionnels et en termes techniques. Et d'ailleurs, c'était tout le sens, en fait, des vacances agricoles que j'ai eu à initier tout au début de mon magistère, durant les vacances scolaires dernières. Parce que ces vacances agricoles-là, ça nous permettait, nous, non seulement de pouvoir attirer une bonne partie de la jeunesse, mais aussi à offrir à cette jeunesse sénégalaise aussi une opportunité d'envisager leur avenir à travers l'agriculture. Une convention avec le ministère en charge de l'agriculture. Il y a l'autre étape de la convention qui devra être mise en œuvre durant les prochaines vacances à venir. Khady Diène Gaye, ministre de la Jeunesse, de la Culture et des Sports. Oui. De la jeunesse, nous passons à la culture. Vous avez visité l'intérieur du pays, l'absence d'infrastructures culturelles. Vous avez déjà constaté quand même que à l'intérieur du pays, beaucoup d'infrastructures culturelles manquent. Qu'êtes-vous en train de faire en termes d'actes posés pour justement l'industrialisation de la culture sénégalaise? Absolument. Baye Omar, ça c'est très utile et plus que nécessaire pour pouvoir vraiment parler d'éclosion, de promotion des ICC, des industries culturelles et créatives. Il faut d'abord des lieux d'expression culturelle. Et effectivement, la spécificité, c'est qu'au niveau de toutes les régions du Sénégal, sauf Saint-Louis, il y a des centres culturels, il y a un centre culturel régional. Mais c'est pas le cas pour les départements, c'est pas non plus le cas pour les communes. Pour les départements, la question est réglée avec les maisons de la jeunesse et de la citoyenneté qui sont en train d'être construites et dont la construction a démarré depuis belle lurette. Normalement, mais nous, on devait quand même
trouver ces maisons-là achevées depuis 2023. Mais hélas, c'est pas ça le cas. Mais ces maisons, la construction se poursuit et ces maisons-là ont un contenu multidimensionnel, un contenu culturel, un contenu sportif, un contenu environnemental, un contenu écologique et un contenu aussi santé de la reproduction. Pour la question des départements, avec les maisons de la jeunesse et de la citoyenneté, la question quand même sera réglée. Maintenant, s'agissant des communes, cela nous ramène encore aux infrastructures de proximité. Les communes, nous avons comme ambition d'ériger au niveau des 525 communes rurales. Si je ne me trompe pas, 525 ou 527 communes rurales du Sénégal, d'y implanter quand même une maison, un espace dédié à l'art, à la culture, aux industries culturelles et créatives, avec un contenu multidimensionnel, culture urbaine, contenu art plastique, art, oui, absolument, parce que c'est le contenu même qui détermine l'architecture. Et l'identité culturelle. Voilà, et l'identité culturelle. Spécifique à chaque localité. Absolument. Et cela, et cela va s'adosser aussi. Par rapport à chaque terroir aussi, les réalités culturelles. Nous avons effectivement, mais quand même, n'oubliez pas qu'il y a quand même qu'il y a des standards quand même de droit commun. Partout au monde, il y a des standards de droit commun, tout comme les infrastructures culturelles, tout comme aussi les infrastructures sportives. Mais pour les infrastructures culturelles, au niveau de chaque localité, pour chaque espace qui sera dédié à l'art, à la culture, à la promotion des ICC, il y aura une prise en charge, une prise en compte aussi des réalités culturelles, des valeurs ancestrales et traditionnelles de la localité. Et nous avons envisagé pour cette année, bon, c'est pas trop ambitieux, pour cette année, j'ai déjà présenté le projet devant le secteur parapublic. Quand je parle de projet, retenez bien, je parle du projet culturel et sportif au secteur parapublic avec la Caisse de dépôt et de consignation qui s'est déjà engagée à nous accompagner. La SOMISEN aussi, la Société des mines du Sénégal aussi, qui s'est engagée aussi à nous accompagner en incitant les entreprises qui évoluent dans le secteur minier de pouvoir elles-mêmes quand même accompagner ces communes où elles sont implantées. Les oubliés. Je parlais du théâtre, je parlais de la musique et du cinéma. Qu'êtes-vous en train de faire, Madame le ministre, pour justement promouvoir ces activités sur la scène internationale, théâtre, musique et cinéma? Vous savez déjà, Baye Omar, moi quand j'ai pris service, l'audit que j'ai effectué en premier lieu, c'était de voir les crédits budgétaires alloués à l'art et à la culture. Et comme résultat, ce que j'ai pu identifier, obtenir, j'ai pu constater que j'ai trouvé un fonds dédié à l'industrie cinématographique, le FOPICA. Il y a aussi un fonds dédié aux cultures urbaines et aux ICC. Il y a aussi, si je peux les appeler ainsi, des lignes dédiées ou bien des fonds dédiés aussi à appuyer les manifestations culturelles et à appuyer aussi le fonds d'aide aux artistes aussi. Et sans oublier aussi le fonds dédié aussi à l'édition. Mais le théâtre, effectivement, le théâtre, la comédie, les arts scéniques, eux, n'ont aucune ligne qui leur est dédiée. Et cela nous amène vraiment à penser que effectivement, moi, je les appellerai pas ça des oubliés, mais ça permettra pas quand même d'accompagner l'éclosion des talents dans ce secteur-là. Et actuellement, ce que j'ai à leur dire, j'en profite, ce que j'ai à leur dire là actuellement, je suis en train de travailler avec la Direction générale de la culture, sous la houlette aussi du ministre secrétaire d'État en charge de la culture, à voir comment faire pour que tous ces fonds dédiés à ces différents segments-là aussi puissent bénéficier au théâtre, aux arts scéniques globalement. La musique aussi, les arts scéniques de façon globale. Les arts scéniques de façon globale. Et puis, nous avons quand même, en termes de benchmarking, des exemples. Le Bénin voisin, avec lequel nous partageons le même espace économique ouest-africain, le Bénin a mis en place un seul fonds dédié à l'art et à la culture. Récemment, moi, j'ai conduit la délégation sénégalaise au Burkina Faso pour assister au FESPACO. J'ai assisté à la cérémonie d'ouverture. Et j'ai pu constater que dans la plupart de nos pays, chez nos voisins, des autres pays africains aussi, le cadre, et c'est un seul fonds, ou bien au maximum, c'est 2 fonds qui existent pour l'ensemble du secteur dédié à l'art et pour permettre à l'ensemble des acteurs quand même de pouvoir s'y reconnaître. Alors, de pouvoir s'y reconnaître, madame, les sites historiques, c'est un problème. Surtout à l'intérieur du pays, des sites et musées manquent terriblement. Et c'est important quand même, madame,
Que comptez-vous faire pour rectifier? Mais n'est-ce pas que vous avez entendu en Conseil des ministres, je ne retiens plus la date, son Excellence le Président de la République a donné de déplorer quand même le manquement pour la mise en place d'un conseil de mémoire. Oui. Et nous y sommes. Pour le conseil de mémoire, il y a déjà différentes personnalités qui ont déjà tenu des réunions au sein du cabinet du ministre secrétaire d'État en charge de la culture et tout. Et ce conseil de mémoire, une fois mis en place, aura entre autres comme tâche aussi déjà l'identification de nos différents l'identification, la préservation et la valorisation. La restauration. Et vous aussi, vous avez aussi pu quand même constater valablement que les plus hautes autorités, le président de la République, le premier ministre, eux, ils se sont inscrits dans cet élan. Dans cet élan de conservation de notre mémoire collective et dans cet élan aussi de préservation et dans cet élan aussi de perpétuation aussi de notre mémoire collective pour les générations actuelles et pour les générations futures. Parce que sans cela, on ne pourra pas du tout après laisser ici un legs pour les générations actuelles et les générations futures. Et d'ailleurs même, en ce sens-là aussi, le Premier ministre nous a instruit en Conseil des ministres, et j'y suis actuellement, pour ériger un mémorial pour Thiaroye 44, à la mémoire de ceux qui avaient perdu la vie. Tout cela entre dans ce cadre-là quand même de conservation et de préservation des sites et monuments historiques et aussi de conservation de notre mémoire collective. Madame le ministre, une chose est de créer des infrastructures, une autre est de s'occuper de ces acteurs. Sur le plan économique, qu'êtes-vous en train de faire ou que comptez-vous faire pour encadrer et promouvoir également ces acteurs culturels? Je parlais des artistes, mais aussi en parlant d'acteurs, je parlais des créateurs. Voilà, cela nous ramène encore toujours à ce que j'ai dit au préalable. Avec l'adoption du décret sur la rémunération portant copie privée. C'est pas ce qui va régler tous les problèmes économiques des acteurs évoluant dans le monde. C'est des défis énormes sur le plan économique. Mais tout est parce que les acteurs ne vivent pas de leur art. Absolument. Et moi, je suis très bien placée aussi pour l'affirmer. Il ne se passe pas une semaine sans pour autant recevoir une demande de soutien ou bien une demande d'appui d'un acteur qui a fait quand même les beaux jours du théâtre sénégalais ou bien d'un acteur qui a fait les beaux jours de la musique sénégalaise ou bien d'un acteur, bref, qui a fait les beaux jours quand même de l'histoire des arts plastiques ici au Sénégal. Et pourtant, c'est des gens qui ont travaillé et qui peuvent valablement quand même se nourrir de leurs œuvres, non seulement, mais permettre même aussi à d'autres communautés aussi de pouvoir aussi profiter de ce qu'ils ont eu à produire. Maintenant, la mise en œuvre du décret sur la RCP, la rémunération pour copie privée, complétée aussi, accompagnée en cela aussi avec l'adoption aussi du décret pour la mise en œuvre aussi de la loi relative au statut de l'artiste pourra permettre, ce sera quand même vraiment un ouf de soulagement pour les acteurs du monde de la culture. Alors, et autre chose aussi, en ce qui concerne aussi l'accompagnement économique aussi, l'érection de ces maisons d'art, de ces lieux d'expression aussi artistiques, culturels, pour des ICC au niveau de ces communes permettront aussi aux jeunes talents de pouvoir s'y produire. Oui, de pouvoir s'y produire et puis de pouvoir capitaliser quelques ressources, leur permettant aussi de pouvoir véritablement aussi vivre de leur talent. Alors, avec aussi ces espaces-là aussi, les talents locaux pourront véritablement aussi organiser des expositions, pourront aussi se produire, voilà, et ainsi de suite. Alors, la jeunesse, nous en avons parlé. Créer toute une économie locale autour de l'art et de la culture. L'art et la culture, la jeunesse, la culture. Parlons, Madame le ministre des Sports. Des Sports, Madame le ministre, aujourd'hui, développement, infrastructure. Aujourd'hui, le football local, par exemple, en parlant de sport, il y a le football local. Mais de façon générale, le football occupe tout le sport. Les autres disciplines n'en bénéficient pas. Comment comptez-vous corriger déjà ce déficit? Laissez-moi vous dire déjà que moi j'ai inscrit mon action. J'ai inscrit mon action sous le sceau de l'équité. Sous le sceau de l'équité et sous le sceau aussi de traitement d'égale dignité. Même si il faut reconnaître quand même que tous les sports, toutes les disciplines sportives n'ont pas la même envergure, n'ont pas aussi la même attractivité, ne créent pas non plus la même animation. Mais pour cette année, par exemple, avec l'enveloppe budgétaire qui nous a été allouée concernant le financement des compétitions internationales, cette enveloppe s'élève à 8 milliards et quelques. Et déjà, concernant ces 8 milliards et quelques, il y a 2 milliards servant de provision pour la prochaine Coupe d'Afrique
des Nations qui démarrera en décembre 2025. Et il y a aussi 1 milliard qui est dédié à la préparation des athlètes qui devront quand même défendre les couleurs du pays lors des Jeux olympiques de la jeunesse. Il y a aussi les 2,253 milliards concernant les éliminatoires de la Coupe du Monde. Mais cette année au moins, et peut-être que vous en avez entendu parler, même si vous n'en parlez pas, cette année quand même, il y a eu une hausse dans le financement de plusieurs compétitions sportives qui concernent d'autres disciplines sportives. Ne serait-ce que pour les sports de combat. Les sports de combat, cette année, ont bénéficié, concernant le karaté, ont bénéficié, et ça n'a jamais été, et les acteurs l'ont salué. On reviendra sur cette discipline avec les arrestations également. Oui, tout à fait. Par exemple, eux, ils ont bénéficié de ceux qui n'ont jamais bénéficié. Ils ont eu une hausse. L'État a accompagné, l'État va les accompagner sur certaines compétitions que l'État n'a jamais quand même accompagnées. Vous voyez, et ça va crescendo. Tout récemment, vous avez suivi, j'avais remis le drapeau à Special Olympics. Ils ont magnifié aussi l'accompagnement qu'ils ont obtenu cette année de l'État. Et ça va ainsi aussi avec les autres disciplines sportives. Mais ce qu'il y a, il faut le savoir. À l'heure actuelle, au Sénégal, c'est l'État du Sénégal qui finance tout concernant le sport. Et c'est pas soutenable. Mais que comptez-vous faire pour moderniser justement ces différentes fédérations? C'est pourquoi moi, dès le début de mon magistère, moi, je me suis plongée sur la réforme du cadre juridique du secteur, du segment sport. On a suivi. Oui, voilà. Et actuellement, le projet de loi a déjà fait. Le projet de loi a déjà fait tout le tour des différents départements ministériels et les équipes passeront en commission technique ce 27 mars, la semaine prochaine. Et pour le football, au niveau du secrétariat général du gouvernement. Qu'est-ce qui va changer? Parce que pas le football seulement. Non, mais pas le football seulement. On va parler. Vous savez aussi, on va y aller par étapes. Non, on commence par le football. Déjà le football bénéficie en plus de l'accompagnement de l'État, parce que c'est l'État qui prend tout en charge concernant l'équipe nationale A masculine. Déjà, le football bénéficie aussi de certains fonds qui proviennent de la FIFA. Et les clubs. De ses sponsors aussi. Le football bénéficie aussi de sponsors. Et certainement aussi, la Fédération sénégalaise de football aussi a des dépôts à terme aussi peut-être dans certaines institutions financières. Pour les clubs, les clubs aussi, c'est pour pouvoir répondre aussi aux soucis d'équilibre et d'équité. Mais pourquoi? Parce que déjà, les clubs. Pourquoi vous avez arrêté le soutien financier aux clubs en compétition? Déjà, nous sommes dans une année spéciale. J'ai dit que cette enveloppe budgétaire qu'on nous a allouée, et il est peu probable que cette enveloppe budgétaire puisse en fait bénéficier d'une hausse, même s'il y a une loi de finances rectificative. Et il nous fallait, nous, quand même, planifier de façon très sincère. Pour les clubs. Par rapport, j'en arrive. Il nous fallait quand même nous planifier de façon très sincère par rapport au crédit budgétaire dédié au financement des compétitions internationales. Et pour les clubs, nous, les billets d'avion qu'on leur alloue, déjà, ça suffisait pas pour tout le monde. Et lorsqu'on leur allouait cela, nous, on privait certaines disciplines sportives d'aller en compétition. Et ces disciplines sportives-là, quand même, si elles partent en compétition, elles peuvent valablement nous ramener ici des médailles d'or sur le toit de l'Afrique et sur le toit aussi du monde. Et oui, j'ai fait un arbitrage. Et par souci d'équité aussi, les clubs, d'autant plus que c'est des clubs professionnels, c'est le privé. Et ces clubs doivent être soutenus par la Ligue sénégalaise de football professionnel et à la Fédération sénégalaise aussi. Donc, moi, je suis disposée à travailler et à accompagner la Fédération sénégalaise aussi. Mais dans la mesure du possible. Et voilà, à véritablement asseoir une véritable politique de professionnalisation et avec l'adoption, bien entendu, aussi de la loi portant sur les activités physiques et sportives qui débouchera sur l'adoption d'un code du sport. La question du stade. Le poste Sédar Senghor, aujourd'hui, beaucoup attendent l'achèvement des travaux. Iba Mar Diop, Demba Diop, tout ça. Où en êtes-vous avec ces différentes structures? Vous savez que Iba Mar Diop fait partie des chantiers, fait partie des sites qui sont ciblés pour abriter les compétitions sportives lors des Jeux olympiques de la jeunesse et que les travaux seront livrés probablement en mars 2026. De même que la piscine olympique aussi. Tout cela. Mais le stade Léopold Sédar Senghor, pratiquement, j'attends juste la réception et les travaux sont déjà achevés. Quelle date? C'est à la fin de ce mois-ci, au mois d'avril. Mais j'ai pas encore reçu.
Je n'ai pas encore procédé à la réception. Mais madame, une question importante qui concerne voilà, et de certaines modalités. Une question importante. Mais pour information, vous savez, il a été mis en place une structure depuis 2022, Office de gestion des infrastructures sportives, qui relève aussi du secteur parapublic et qui a comme mission aussi de procéder à la gestion, à la maintenance et à l'entretien de ces infrastructures sportives-là en vue de favoriser leur pérennisation, mais en même temps aussi de pouvoir quand même accompagner le développement de la pratique sportive. Alors, ce sujet aussi préoccupe. Je parlais de la gouvernance et de la transparence dans les fédérations. Qu'envisagez-vous en termes de réforme pour plus de transparence et d'efficacité concernant ces différentes fédérations sportives? Oui, le focus ne doit pas tout simplement être placé sur la Fédération sénégalaise de football. Non, toutes les fédérations. Je parle de toutes les fédérations. Toutes les fédérations qui bénéficieront de l'argent du public. Concours, du concours quand même vraiment financier de l'État, devront impérativement quand même faire l'objet de contrôle et de reddition. En tout cas, moi, sous mon magistère, moi, je ne manquerai pas vraiment à procéder à mettre en place. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la fédération de karaté? Parce qu'il y a des arrestations. Ben, tout comme vous le savez, comme moi, effectivement, effectivement, il y a des arrestations concernant le top management. Et moi, j'ai été saisie quand même tout au début de mon magistère de cette problématique. Et d'ailleurs, j'ai été saisie même par l'OFNAC parce qu'il y avait des plaintes qui avaient été déposées auprès de l'OFNAC. Et l'OFNAC, quand même, m'avait transmis et m'avait aussi demandé de mettre à leur disposition certaines informations. Ce qui a été fait par les services compétents du département ministériel. Et d'ailleurs, même, je pense que la mise à disposition de ces informations-là auprès de l'OFNAC aussi, ont permis peut-être de pouvoir quand même arriver à ce processus. Maintenant, moi, je suis là. C'est une affaire pendante aussi devant la justice. Il n'y a pas encore de condamnation. Mais moi, je n'hésiterai pas quand même à appliquer et à faire respecter la réglementation. Oui, madame. En ce qui concerne toute fédération. Et la lutte sénégalaise pose problème, souvent par rapport à la sécurisation de l'espace public, mais également ce que ça entraîne comme insécurité. Oui, la lutte, je les ai reçus. Je les ai reçus et tout, avec l'ensemble des acteurs aussi. Les promoteurs, les associations de lutteurs, de même que aussi l'organe chargé vraiment de gouverner, le CNG de lutte. Et les combats assez tardifs la nuit, ça c'est fini. C'est fini. Oui, non, ça c'est un certain nombre de résolutions quand même a été acté et je leur ai fait part de ça. Et l'ensemble. Quelles sont les réformes pour la lutte? Oui, voilà, déjà le cadrage déjà de l'horaire. Déjà maintenant le grand combat, du moins le dernier combat, le dernier coup d'envoi sera sifflé au plus tard à 18h30. Au plus tard. Le dernier coup d'envoi devra être sifflé à 18h30 et prenant en compte la durée d'une séance de lutte qui est de 10 minutes et qui est renouvelable une fois, 10 minutes et avec une pause de 5 minutes, 25 minutes. Si on rajoute cela à 18h30, à 18h55, c'est fini. Clap fin. C'est fini. À 19h, les spectateurs, tout le monde, pourront quand même évacuer le stade. Et ça, quand même, c'est une condition. Et nous ne dérangerons vraiment nullement à cela. Cela devra être respecté scrupuleusement par les différents acteurs. L'autre aspect aussi, c'est le traçage aussi, le respect des itinéraires tracés en amont. Parce que ce qui se passait, les itinéraires par lesquels transitait le champion et son cortège, souvent c'était planifié en amont. Les forces de défense et de sécurité aussi prenaient les dispositions utiles pour la sécurisation. Mais après, au dernier moment, très souvent, les athlètes, les champions, en fait, demandaient le changement de ces itinéraires. Et cela amenait quand même un problème dans la planification et ça ne permettrait pas aussi non plus de pouvoir vraiment procéder à la sécurisation des autres itinéraires qui étaient déjà tracés. Ça, maintenant, les itinéraires, le traçage sera tenu secret, comme d'habitude, mais les lutteurs devront se conformer aussi scrupuleusement au traçage de ces itinéraires-là. Parce que pour éviter quand même des problèmes, des perturbations dans la planification par rapport à la sécurité. L'autre aspect essentiel aussi, le respect de la jauge. Les promoteurs ont affirmé la dernière fois qu'ils n'ont jamais émis plus de 20 000 billets quand ils organisaient, parce que la capacité quand même c'est 22 000 places. Et 20 000 billets, moi je pense que c'est raisonnable. Et les 2 000 autres places, les réserver aux accompagnants des lutteurs, aux membres du CNG de lutte, aux promoteurs,
promoteurs, etc., aussi aux tierces personnes qui sont concernées par le combat de lutte et de venir assister. Et aussi la création aussi d'autres portes d'entrée aussi pour les lutteurs au sein de l'arène nationale, parce que souvent ils se croisaient au niveau ensemble à la même heure au niveau de la porte d'entrée. Et c'était souvent à l'origine de quelques échanges verbaux qui aboutissaient souvent à des bagarres. Ça, c'est de notre ressort, nous, administration, et à travers l'OGIS, l'Office de gestion des infrastructures sportives, qui a sous sa coupole la gestion de l'arène nationale. Alors, voilà, cela sera une fait. dernière question. Alors, la toute dernière question, c'est le Jubal Jubanti, la doctrine gouvernementale, mais sous l'angle de votre département. Alors, comment mettre en pratique cette doctrine gouvernementale de Jubal Jubanti au niveau, justement, du ministère qui est sous votre charge? Effectivement, le Jubal Jubanti, certes, c'est un concept, mais moi, je me dis que ça se clame pas. Ça se clame pas, ça se vit et ça s'applique. Et au sein de mon département ministériel, dont j'ai les rênes de conduire, déjà, nous avons, concernant par exemple l'allocation des ressources budgétaires, déjà moi j'ai tenu à ce qu'il y ait une planification pour qu'il n'y ait pas de problème au courant de l'année. Et je pense que tous les acteurs ont déjà été édifiés sur l'enveloppe que l'État compte mettre à leur niveau pour pouvoir quand même, s'agissant du sport, pour leur permettre d'aller compétir au niveau africain et au niveau mondial. Et il n'y a rien qu'on leur a caché. Nous leur avons dit l'enveloppe que nous avons, nous, concernant les compétitions internationales. Par rapport maintenant aussi au financement, en fait, à la conduite des travaux de réalisation aussi des infrastructures sportives, ayant trouvé plusieurs dossiers de chantier sur ma table inachevés, y compris les stades régionaux de Kédougou, de Sédhiou, etc., le stade Maître Babacar Seye, le palais, le palais des sports Mawade Wade, moi, j'ai préféré quand même, aller recourir au service de l'Agence de construction des bâtiments et édifices publics et lui confier la création, l'érection de ces 25 plateaux multifonctionnels que moi j'ai lancés. Tout ça, ça s'inscrit dans le sillage du Jubal Jubanti. Concernant aussi les fonds dédiés aussi à la culture, à l'art, pour ce qui est par exemple spécifiquement le fonds d'aide aux artistes et le fonds d'appui aussi aux manifestations culturelles, moi j'ai pris une lettre circulaire et j'ai demandé à l'ensemble des acteurs qui souhaiteraient être accompagnés par l'État durant cette année d'exercice budgétaire de 2025 de faire parvenir leur projet, voilà, en fait, l'activité, en tout cas, sur laquelle ils souhaitaient obtenir l'accompagnement de l'État. Et voilà, le processus a déjà été bouclé pour le premier semestre. Et au niveau de la Direction générale de la culture, ils m'ont déjà proposé les membres du jury qui devront, eux, statuer sur la sélection des projets que l'État va financer. Et les enveloppes sont là. Les enveloppes sont là. C'est des enveloppes qui tournent autour de 700 millions, 600 millions. Maintenant, pour le Fonds de développement des cultures humaines, c'est la relève du secteur parapublic. J'ai aussi donné des orientations parce qu'ils vont aller en conseil d'administration dès la semaine prochaine, dès mardi prochain. J'ai aussi donné des orientations à ce que la transparence, à ce que l'affectation des ressources puisse vraiment quand même être vraiment prise en charge par les membres du conseil d'administration. Et idem aussi pour le fonds dédié à la cinématographie, pour le fonds dédié aussi à l'édition aussi, ces fonds-là aussi ne seront pas laissés aussi en rade. Et effectivement, moi, j'ai aussi pris une lettre circulaire pour demander aussi une revue trimestrielle de l'utilisation des crédits mobilisés à travers les comptes de dépôt. Parce qu'on en a plusieurs. Et nous tous, nous savons que très souvent, c'est la gestion de ces comptes de dépôt qui pose problème. Le ministre, on peut signer la décision de versement, mais une fois que les crédits sont déjà mobilisés dans les comptes de dépôt, cela échappe à tout contrôle. Et pour me permettre maintenant d'avoir une nette visibilité de l'utilisation de ces fonds mobilisés à travers les comptes de dépôt, je ne vais pas attendre la fin de l'année d'exercice budgétaire 2025, mais je vais demander tous les 3 mois, trimestriellement, que l'on me fasse quand même une revue, que l'on me dise, voilà les crédits qui ont été mobilisés durant ces 3 mois dans ce compte de dépôt, et voilà ce à quoi ces crédits-là ont servi à financer. Et ainsi, le reporting sera facile, et le jour que la Cour des comptes viendra m'inspecter, ou bien l'inspection générale d'État, ou bien l'inspection générale des fonds, j'aurai déjà mes documents prêts. Voilà, il n'y aura pas de mais, c'est-à-dire, etc. Vous avez compris qu'il s'agit de l'inspectrice donc en question
Merci beaucoup, Madame le ministre. Une dernière question également pour en finir. On sait que finalement, la culture comme le sport sont les meilleurs véhicules contre la violence, mais surtout pour la cohésion sociale également. Absolument. Oui. Absolument. Et d'où la pertinence même de les fusionner et de les regrouper au sein d'un seul département ministériel, comme ça se fait ailleurs. La Guinée-Bissau voisine, là-bas, c'est le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. Oui. Le Niger aussi, c'est pareil. Et dans d'autres pays aussi, à travers le monde aussi, nous avons beaucoup d'exemples. Jeunesse, sport, culture, art. Parce qu'effectivement, c'est des vecteurs. C'est des facteurs quand même de socialisation. C'est des facteurs vraiment de renforcement de la cohésion sociale. C'est des facteurs aussi, c'est des mécanismes qui permettent aussi de raffermir les liens entre les populations, entre les communautés. Et quoi de plus normal si nous avons une population très jeune, mettre la culture et le sport à leur service pour les accompagner en termes de construction civique, en termes de construction citoyenne, mais aussi en termes aussi d'opportunités aussi d'emploi. Alors, tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Les mots pour les dire arrivent aisément. Madame le ministre, merci. Merci encore une fois d'être notre invité pour ce dimanche. Merci à mon... Excellente suite sur la 98.5. Il s'agissait de Madame le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Madame Khadidienne Gaye, qui est également une femme politique qui a piloté le pôle sport du projet PASTEF, 1 an de gestion de pouvoir. Si on avait à vous noter sur 20, vous mettrez quelle note? Je vous laisse le soin. La sous-moyenne, la moyenne? Je vous laisse le soin de déterminer la note, mais nous y sommes. Moi, je renvoie ça aux auditeurs. Merci de nous avoir suivis. Ça aux auditeurs. Rendez-vous dimanche prochain avec un autre invité. Restez à l'écoute. Et la Jumalinga et son invité s'installe pour le compte de Dianobi. Un grand bravo à l'équipe digitale. Au revoir. Bonne suite de Ramadan. Et à dimanche prochain. ba benn xalaat politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy ba doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faccee mbébétam dàq mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee ba peuple bi si ñoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé